Bien, alors donc, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que pour créer donc un projet basé sur Spring, pour créer un projet basé sur Spring, donc euh, la première des choses, c'est d'installer le plugin Spring. Donc, je vous rappelle que l'installation, je vous l'ai montré la dernière fois. Je crois que je l'ai ici. Donc, c'est toujours avec Spring MVC. Donc, il s'agit de mettre en place un front controller qui est dispatcher servlet, qui reçoit les requêtes. Et après, par la suite, vous allez créer des contrôleurs. Et chaque contrôleur va effectuer des traitements. Il retourne la vue et le modèle à front controller. Et après, par la suite, le front controller, il fait appel à la vue pour donner un rendu au client. Alors, pour l'installation du plugin, donc je disais, il faudrait, vous pouvez le chercher sur Eclipse Market. L'installation se fait d'une manière assez simple. Et après, une fois que le plugin est installé, donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet Spring. C'est ce qu'on va faire. Alors, Spring Project. Alors, je crois. Oui. Alors, le projet, on va l'appeler e-boutique. Et boutique version 3. Alors, quel type de projet Spring? On va choisir Spring MVC Project. Next. Alors, on aura besoin de spécifier le package de base dans lequel vous mettez les éléments. Alors, on va mettre net.sid par exemple, .n7. .eboutique. Alors, donc ça c'est ce qu'il faudrait spécifier. Bon. sid.org.sid.eboutique. Finish. Alors juste assez rapidement, un aperçu sur une fois que vous créez ce projet-là. Le projet donc Spring MVC, c'est un projet qui est basé sur Maven pour la gestion des dépendances et qui a la structure suivante. Alors il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont déjà créés par défaut. Ces éléments-là sont à ce niveau-là. Donc, on va chercher les différents éléments qui sont créés. Alors, voilà la structure et les vues. Alors, une fois que le projet est créé, alors donc la structure du projet est la suivante. Alors, tout d'abord, il y a le fichier web.xml que si vous le consultez, donc vous allez trouver qu'il y a la déclaration de Spring pour faire l'injection des dépendances. Alors c'est toujours le listener, context loader listener qui est déclaré. Et bien sûr, context loader listener par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle root-context.xml. En principe que par défaut, il se trouve dans le fichier, dans le répertoire Webinf Spring. Mais après, bien sûr, vous pouvez changer l'endroit. Donc d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Donc on peut le créer à nouveau et on peut le mettre là où on veut. Monsieur, juste au niveau de WebXML, parce qu'il utilise la version 2.5. C'est pas un problème parce que par défaut, il utilise Servlet 2.5 par défaut, mais après, vous pouvez changer. Vous pouvez utiliser Servlet 3.0. Donc tout ça, c'est au niveau des dépendances. Parce que, donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut montrer tout à l'heure. Et la deuxième partie qu'il faut avoir dans Spring, c'est la partie Spring MVC, c'est la déclaration de dispatcher servlet, qui lui-même, une fois qu'il démarre, il cherche la configuration dans le fichier servlet context XML. Servlet context.xml qui devrait également se trouver dans ce chemin-là. Et après, vous avez servlet mapping dans lequel vous avez URL pattern. URL pattern, ça veut dire que, ici vous avez slash, ça veut dire que toutes les requêtes
ils vont passer par app servlet. Et app servlet, c'est dispatcher servlet. Donc, autrement dit, c'est une manière de garantir que toutes les requêtes envoyées passent par le front controller qui est dispatcher servlet. Donc, on est dans cette logique. Et après le fichier web.xml, vous avez également le fichier rootcontext.xml qui est dans un premier temps qui est vide, il ne contient rien parce que ça concerne le côté application. C'est le contexte de l'application, autrement dit, c'est l'injection des dépendances, c'est la configuration GPA, c'est tout ce qui concerne la partie contexte applicatif. Mais par contre, pour que votre application puisse fonctionner dans un premier temps, le fichier servlet context.xml contient déjà quelques configurations. Déjà, je vous le rappelle, annotation driven, c'est pour tout simplement spécifier comme quoi je vais créer des contrôleurs, plutôt des contrôleurs Spring basés sur les annotations. La deuxième, vous avez ici un mapping entre les ressources. Alors, généralement, les ressources qui sont accessibles via le web, en principe, devraient être stockées dans le dossier resources. Alors forcément, par exemple, les feuilles de style CSS, les images, JavaScript, forcément. Et du coup, donc ici, on spécifie un mapping, c'est-à-dire toutes les URL qui contiennent /resources, il va les chercher dans ce chemin. Une autre chose, c'est que vous avez un résolveur de vue, donc on en a déjà parlé. Par défaut, il utilise le résolveur Internal Resource View Resolver, qui indique tout simplement que toutes les vues voilà, se trouvent dans le dossier View, notamment WebInf, qui se trouve dans WebInf. Et après, toutes les vues se terminent par JSP. Alors ça, c'est un résolveur de vue très simple qu'on va adopter. Mais après, par la suite, on va le changer. Parce qu'après, on va utiliser les Apache Tiles. C'est un résolveur de vue qui va nous permettre d'intégrer des templates, notamment pour l'application. Et sans oublier, vous avez ici Context Component Scan. Alors ça, c'est pour indiquer à Spring MVC où est-ce qu'il va trouver les contrôleurs. Alors en fait, ici, on suppose par exemple que plutôt les contrôleurs se trouvent dans ce package. Et du coup, donc, quand il va démarrer, il va chercher toutes les classes qui se trouvent dans ce package et qui contiennent la notation contrôleur. Il faut également rappeler un contrôleur, c'est une classe en principe qui contient la notation contrôleur et dans laquelle on trouve des méthodes généralement. Chaque méthode, il permet de faire des traitements. Et après, généralement, vous trouvez des annotations de mapping, request mapping. Par exemple, ici, vous avez slash, ça veut dire que quand j'envoie la requête http localhost slash, ben, c'est cette méthode qui va s'exécuter. La méthode s'exécute et après, il va retourner le nom de la vue qui va s'afficher. Et la vue s'appelle home. Et où est-ce qu'il va trouver, bien sûr, home comme page? Il devrait trouver dans le dossier view un fichier qui s'appelle home.jsp. Et la vue JSP, donc, principalement, c'est une page JSP dans laquelle vous pouvez utiliser des tags libs, par exemple, comme les GSTL et d'autres tags libs qui sont fournis par Spring. Alors ça, c'est l'exemple qu'on vient de créer maintenant. On a créé ce projet-là, mais si vous voulez le tester, donc... alors, j'utilise Tomcat comme serveur. Je vais déployer le projet, je le teste. Et après, par la suite, donc, juste pour vous, c'est important quand même de vérifier si la configuration est bonne avant de passer à la suite. Donc, j'ai le projet eBoutique 3. Alors, il démarre, donc on va essayer de l'exécuter sur le serveur. Voilà ce que vous devrez avoir jusqu'à présent. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer à travers cette présentation ici. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est ça. Le fonctionnement, c'est qu'au démarrage, Tomcat démarre. La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va lire le fichier web.xml. Et quand il va lire le fichier web.xml, il va trouver que vous avez déclaré context loader listener. Lui-même va chercher le fichier rootcontext.xml, il va le lire. Pour le moment, il est vide. Ensuite, il va démarrer dispatcher servlet.
Dispatcher servlet va lire son fichier de configuration qui est servlet context.xml. Et après, quand un client envoie une requête HTTP, elle est envoyée forcément vers dispatcher servlet, parce que nous avons dit que URL pattern slash, ça veut dire que toutes les requêtes passent par dispatcher servlet. Dispatcher servlet va faire appel au contrôleur, il va l'instancier, il va faire appel, il va exécuter la méthode whom qui a été déclarée dans le contrôleur, il fait un traitement, il va retourner la vue et le modèle, et après par la suite, le dispatcher servlet va faire appel à la vue, il va le donner un rendu. Si c'est du HTML, donc il va être envoyé vers le client. Donc ça c'est le fonctionnement de base. D'accord? Alors jusque-là, on n'a pas touché encore, on n'a pas écrit du code, mais ça c'est la configuration de base, il faut la comprendre. Alors maintenant, on va commencer à développer notre application. On commence tout d'abord par les entités. Alors pour les entités, on va créer des classes. Alors je vous rappelle quand même que les entités qu'on va créer sont là. Voilà. Donc il y a produit, on va créer produit, catégorie, commande, ligne de commande, client, panier, user et rôle. Et après on va utiliser donc les annotations GPA pour gérer la persistance. Alors pour les packages, donc on va toujours garder le package de base et après on va ajouter ici entities. Donc ça c'est les entités. Il y aura l'entité produit. Dans le même package, il y aura l'entité catégorie. Donc un produit appartient à une catégorie. Une catégorie contient plusieurs produits. Ensuite, il y aura l'entité client. L'entité commande. Donc un client peut passer plusieurs commandes. Et après, une commande concerne plusieurs produits avec une ligne de, plutôt avec une quantité. Donc il y a ligne de commande. S'il vous plaît. Alors, après ligne de commande, il y a on a créé la commande. Après la classe user, tout à fait. Les utilisateurs. Les rôles. Et le panier. Le panier qui est une entité qui n'est pas persistante. Panier. Alors, on va déclarer donc les attributs de catégorie. Alors, on va supposer que les entités, c'est des classes qui sont sérialisables. Une catégorie est définie par ID catégorie, qui est de type lang. Le nom de la catégorie, nom catégorie, qui est de type string. La description, qui est de type string. Après, il y a la photo. Alors, on va supposer que la photo, on va l'enregistrer dans la table. Plutôt, et du coup, donc, on va utiliser un tableau de bytes. Donc, pour nous, ça représente la photo. Alors, ça, c'est les données de la photo. Mais généralement, quand vous enregistrez la photo, vous avez également besoin d'enregistrer le nom de la photo. Alors, comme ça, si vous voulez garder quand même le nom original de la photo, vous pouvez le faire. Donc, c'est-à-dire, on va ajouter un autre attribut, nom, photo. Et après, une catégorie concerne un produit. Ce n'est pas un produit, c'est une collection de produits. Une catégorie correspond à plusieurs produits. Alors, la collection de produits. Alors, on va générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Donc, on va supposer que des catégories, il est auto-increment et après, on va spécifier, voilà. On ne va pas mettre la collection de produits, peu importe. Donc, vous pouvez choisir un constructeur que
vous voulez. Alors qu'un produit, il est défini par les attributs suivants. Donc, c'est une entité qui est sérialisable. Un produit est défini par ID produit, le nom du produit,